À la question « Comment manger plus sain ?», il y en a une qui pense avoir trouvé la recette. Elle habite dans les beaux quartiers parisiens. Et elle est américaine. Et toi, tu vas être ici, ou je vais peut-être vous mettre deux parce que moi, je vais peut-être être là. Déborah est prof de cuisine à domicile. Et depuis 2 ans, ça se bouscule chez elle. Des particuliers qui ont tous payé 90 € la demi-journée pour apprendre à cuisiner un aliment au nom étrange. On va parler du tofu, on va parler des différentes variétés de tofu et on va essayer de trouver une façon, la façon de le préparer simplement. Le tofu, c'est cette pâte blanche qui ressemble à du fromage. Un aliment très apprécié en Asie, mais encore méconnu en France. Déborah a donc imaginé tout un tas de recettes pour le cuisiner. Roulé dans du concombre, mariné à l'échalote ou carrément parfumé à l'italienne. Alors ça, c'est quoi? Alors je prépare une marinade de tofu à l'italienne avec du basilic, des herbes fraîches, du vinaigre de vin blanc, plein de bonnes choses. Facile à cuisiner et semble-t-il succulent. Mais le vrai plus de ce plat, c'est surtout qu'il est très bon pour la santé. Car la base de cet aliment, c'est un végétal très en vogue en ce moment, le soja. Une plante que tout le monde pense connaître, à tort. Car le soja, ce n'est pas cette brindille translucide, largement utilisée dans les salades asiatiques, qui en réalité est un simple haricot. Le soja, le vrai, c'est en fait une petite graine, connue pour détenir un record. Elle est la plante la plus riche en protéines du monde végétal. Ces protéines, indispensables au développement du corps humain, vous en mangez déjà tous les jours, dans le poisson, les œufs et surtout la viande. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, la surconsommation de ces protéines animales poserait des problèmes de santé publique. Elles seraient jugées trop grasses. Dans ce contexte, le soja et ses protéines végétales n'a jamais eu autant la cote. On en parle comme d'un produit miracle, bon pour la santé. Résultat, le soja envahit désormais les rayons des supermarchés sous forme de yaourt, de pâté, de lait et même de steak. Alors comment cette curieuse graine est-elle arrivée dans nos assiettes? Comment les fabricants tentent-ils de faire évoluer nos habitudes alimentaires? Demain, devrons-nous tous manger du soja? Si le soja envahit aujourd'hui nos rayons de grande surface, il est longtemps resté confidentiel, réservé à des militants, des gens qui ne voulaient plus manger de viande. Au sud de Toulouse, la petite ville de Revel. La spécialité du coin, c'est le cassoulet, un plat plutôt riche en viande. Le genre de produit que ne goûte pas du tout un homme dans cette entreprise. Bernard Storup, le patron de Soy, soja en anglais. On va aller voir les saucisses où ils en sont, ça doit être la fin. Pourtant, les produits qu'il fabrique ressemblent bien à ce qui fait la base du cassoulet. Des saucisses. Sauf qu'à l'intérieur, il n'y a pas une trace de porc. Même ça. Regarde, elles sont belles, il y a des beaux marquants, c'est quand même... Une bonne fermeté, c'est ça. Ouais, c'est très bonne. Ouais. Une chair blanchâtre, Voilà. avec des petits bouts de champignons à l'intérieur. C'est en fait de la pâte de soja. Une saucisse sans viande, une hérésie au pays du cassoulet, dont le patron est très fier. Alors là, je vous présente la véritable soy 6 de Revel. Véritable soy 6 de Revel. Soy 6, Soy 6, c'est fabriqué à partir de soja. Soja, mais c'est comme une saucisse, simplement c'est végétal. Et ça a la forme d'une saucisse, ça ressemble à une saucisse, c'est presque meilleur qu'une saucisse, mais c'est pas une saucisse. Des saucisses ou encore des galettes de tofu. Ces produits à base de soja, Bernard s'en est fait une spécialité. Il en vend 40 000 par mois.
Si aujourd'hui il est leader sur ce marché, c'est tout simplement parce qu'il a été le premier à y croire. Pourtant, remplacer la viande par du soja, ça ne date pas d'hier. En Asie, les plus grands fans, ce sont les Japonais. Du tofu, ils en mangent à presque tous les repas, depuis plus de 2000 ans. Chez nous, il faut attendre les années 80 pour voir apparaître les premiers consommateurs. En général, des végétariens un peu babacool, qui le fabriquent eux-mêmes dans leur ferme et militent déjà pour une alimentation plus saine, sans viande. Nous, on pense qu'on mange un peu trop de viande et ce serait bien si de temps en temps on remplaçait la viande par des protéines végétales. Alors le tofu, c'est une façon simple de préparer des protéines végétales. Bernard Storup fait alors partie de ces pionniers du soja. À 28 ans, il monte son petit atelier en région parisienne où il produit son tofu avec des amis. Ensemble, ils font le tour des foires écolos et des premiers magasins bio pour y vendre cet aliment alors inconnu des Français. On allait dans les magasins diététiques, les magasins bio, où il n'y a même pas d'emballage, on était dans un petit seau avec de l'eau. On faisait également des galettes, on a commencé, les gens à la limite nous prenaient les produits plus pour nous faire plaisir, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Aujourd'hui, la petite boîte a bien grandi. Désormais, c'est par camion entier qu'il voit arriver les graines qui serviront à fabriquer sa marchandise. Et à chaque cargaison, ça commence par la même vérification. Bernard doit s'assurer que sa pâte de soja Il y a quelqu'un est aussi riche en protéines qu'un bon steak. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Bon. On peut décharger. Il n'y a qu'à dire au chauffeur de commencer à décharger. Dans cette benne, 25 tonnes de graines vendues par des agriculteurs de la région. De quoi faire de belles saucisses. Mais avant d'être totalement déchargées, ces graines doivent d'abord passer un petit test. C'est cet appareil qui va décider si elles peuvent ou non être utilisées. Car pour être transformées en tofu, les graines doivent impérativement avoir une teneur d'au moins 40% en protéines. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le taux de protéines. Et le taux de protéines 42,4, c'est un taux très correct. C'est-à-dire que pratiquement, là, dans votre main, dans une toute petite graine, pratiquement la moitié, c'est de la protéine. Pratiquement la moitié, c'est la protéine. Il s'agit désormais pour Bernard de valoriser ces précieuses protéines. En l'état, ces graines ne sont pas consommables. Pour utiliser son soja, Bernard va donc, comme à chaque fois, lui infliger un traitement de choc. D'abord, pour les nettoyer. Un passage dans ces drôles de machines, très remuantes, qui recrachent les petits cailloux qui se sont glissés au milieu des graines. Ensuite, les graines sont broyées et envoyées dans des tuyaux où elles sont mélangées à de l'eau chauffée à plus de 90 degrés. Au final, le produit obtenu ressemble étrangement à une matière qui nous est familière. Et là, on a donc une louche, on a du lait de soja. Alors, on ne peut pas le boire comme ça parce qu'il est quand même très chaud. Mais là, on est à presque 80 degrés. Ce lait de soja, c'est la base de tous ces produits. Pour lui donner de la consistance, Bernard va rajouter du sel de mer et le faire coaguler. À l'arrivée, voilà ce qu'est devenu sa petite graine de soja. Un bloc de tofu. Rien que sur cette table, 150 kg de pâte de soja, aussi nourrissant en protéines que 150 kg de viande. Et le gros avantage, c'est le prix. Le tofu est 3 fois moins cher qu'un steak. Seul bémol, ça n'a aucun goût. Et là, si je le mange comme ça, c'est bon ou pas? Je vais me régaler? C'est quelque chose qui est assez neutre. C'est-à-dire que c'est pas mauvais. C'est un peu comme les pâtes. Si on ne met pas une pincée de sel dedans, c'est fadasse. Dans beaucoup de pays, il est consommé nature parce que finalement, en soi, on considère qu'il y a une subtilité de goût. Bon, nous, on est un peu plus rustre et un peu plus grossier, je dirais, en Occident. Et c'est un produit qui nécessite d'être aromatisé. Pour le vendre, Bernard va donc devoir cuisiner cette pâte en rajoutant des ingrédients. Le risque, c'est que la facture augmente. Or, son objectif, c'est de ne pas dépasser le prix de la viande. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des légumes qui sont cuits là ou... Dans ces bacs, tous les ingrédients que Bernard va rajouter dans son tofu nature. Qu'est-ce qu'il y a dans... Oignons, poivrons et courgettes. Oignons, poivrons, courgettes, d'accord. Semoule et épices et les épices. En tout, une quinzaine de légumes et épices.
Mais pour rester compétitif vis-à-vis de la viande, Bernard ne peut pas rajouter n'importe quoi dans ses recettes. Les légumes ne sont pas chers réellement. C'est-à-dire, par contre, si on veut développer, ça peut être le cas, si on veut développer une recette avec du fromage, on a quelques recettes, il y en a très peu avec du fromage. Le fromage coûte vraiment très très cher. Et si on doit mettre 20% de fromage dedans, vaut mieux acheter du fromage par ailleurs pour le consommateur. On voudrait quand même que les produits restent abordables. C'est réellement la clé du développement des produits à base de soja. Hein. C'est quoi abordable? C'est quel prix? On ne veut pas être plus cher que la viande, c'est évident. Et parce qu'on veut montrer que c'est une alternative qui est abordable pour tous les consommateurs. Tout compte fait, sa galette de tofu sera vendue 15 € du kilo en magasin. Quasiment le même prix qu'un kilo de rump steak acheté en grande surface. Des produits à base de soja, Bernard Storup en a vendu pour 25 millions d'euros l'an dernier. Même si ce végétarien espère un jour convaincre la France entière de manger moins de viande et plus de tofu, pour l'instant son message ne passe qu'auprès des seuls clients des magasins bio. Sur ce marché du soja, d'autres ont pourtant réussi à conquérir un public beaucoup plus large, en allant directement chasser sur le terrain des géants de l'alimentation. Mangeons du lait dans toutes les fabricants de produits laitiers. Produits laitiers sont nos amis pour la vie. Produits laitiers sont nos amis pour la vie. À quelques kilomètres de Rennes, une usine ultra moderne. Sojasun, le numéro 1 français des produits au soja. Le pas décidé, Olivier Clanchin. C'est le boss ici. Un patron qui, avant toute interview, ne peut s'empêcher de déguster un dessert au soja. Petite crème dessert chocolat ou vanille. Ça, c'est votre dernier bébé? Ouais, ça fait partie des derniers, ça. Donc l'intérêt, c'est que c'est vraiment la logique du produit facile, déambulatoire. Alors c'est bon? C'est délicieux. Bon, dites ça parce que vous êtes patron. Hein. Ah bah oui, non mais goûtez. C'est fabuleux, hein, c'est très très bon. S'il est aussi fier de lui, c'est parce qu'en 10 ans, Olivier Clanchin a réussi à faire manger du soja à des millions de Français. Ces produits, du lait et surtout des desserts, tous au soja, qui côtoient désormais les yaourts de chez Danone et Nestlé. Une petite place dans la cour des grands, gagnée par une société qui s'est convertie au soja, un peu malgré elle. Dans les années 50, ce sont les grands-parents d'Olivier qui créent l'affaire familiale, en rachetant cette laiterie bretonne, aujourd'hui toujours en activité. Car à l'origine, le métier de la famille Clanchin, ça a toujours été de fabriquer du fromage et du yaourt à partir de lait de vache. Seulement il y a 30 ans, une révolution dans le monde agricole va les obliger à se tourner vers le soja. Nous sommes en 1984. L'Europe produit trop de lait. Bruxelles décide alors de limiter la production, notamment en France. Les éleveurs n'ont plus le droit de vendre autant de lait qu'ils le veulent. Les géants comme Danone ou Lactel s'en sortent car eux travaillent avec des centaines de producteurs. Pour se développer, la famille Clanchin, elle, est à court de lait. Les parents d'Olivier doivent trouver une solution. Ils décident alors de s'intéresser à la graine de soja. Comme nous sommes dans un environnement de concurrence laitière importante, il y a autour de nous, il y a des grands groupes, on s'est dit, il y a un problème pour le devenir de l'entreprise. Si nous avons moins de lait, comment l'entreprise pourra survivre? On avait toujours la démarche de nouveaux créneaux, d'innovation, d'être différent et de faire des choses compliquées pour qu'on soit moins facilement imitable. Un choix payant, car 30 ans plus tard, la famille Clanchin vend pour 60 millions d'euros de lait et de yaourt au soja. Seulement pour convertir Monsieur Tout-le-Monde à ce végétal, ce n'est pas évident. Pour s'en rendre compte, il suffit de suivre le patron dans son usine. Le soja, on l'a vu, c'est moins cher que la viande. En revanche, comparé au lait de vache, il est beaucoup moins compétitif. Parce qu'il faut le produire, ce lait, à partir de ses graines. Et ça lui revient 10% plus cher que s'il achetait simplement du lait de vache pour fabriquer ses produits. Donc on est à quelle température là? Là on a 21 degrés. 21 degrés. Donc là on est sur le produit nature. Hein. Son lait de soja est donc plus cher à produire.
Mais il a un autre handicap lorsqu'on veut concurrencer les rois des produits laitiers. Et on a un produit beaucoup plus neutre, c'est plus doux, il y a un petit peu de longueur, sur une note encore, on a la note végétale. Même si Olivier la joue un peu œnologue du soja. Donc c'est un produit qui est super en cuisine, super à mettre au petit déjeuner avec des céréales. Son super produit est bien différent du goût d'un lait de vache avec lequel la plupart des Français ont grandi. Rien d'onctueux, un arôme un peu fade. Mais alors, comment parvient-il à rivaliser avec les champions du goût qui dominent depuis toujours le rayon laitier? Cet après-midi, ces équipes testent un nouveau produit destiné à concurrencer un des best-sellers du dessert lacté, le flan vanille caramel. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Pour le juger, autour de la table, les ingénieurs agronomes de la société. Alors c'est flan vanille aujourd'hui, flan vanille sur lit de caramel. Ils vont d'abord s'intéresser à la texture. Il n'y a pas un gramme de lait de vache et pourtant, ça ressemble bien à un flan. Pour l'instant, une copie conforme. Mais le détail qui les préoccupe avant tout, et qu'ils prennent bien le temps d'analyser, c'est l'arrière-goût de la crème. Tout le monde a pu évaluer? Ouais, c'est bon. En goût, j'ai une note pour le flan, une note vanille crème bien intense, une note caramel également intense et pas de note soja. La vanille est bien équilibrée, la note soja est discrète. J'ai un bon masquage du soja, pour moi le produit est harmonieux. S'ils tiennent autant à masquer le goût du soja, c'est parce qu'il y a parmi leurs consommateurs potentiels des clients qu'ils visent en priorité, des clients intraitables qui ne laisseront pas une deuxième chance au produit, les enfants. Pourquoi c'est important de masquer le soja, le goût? Pour une cible large de consommateurs, on est sur une petite note graine, une petite note verte. Donc par exemple pour séduire des enfants, on peut imaginer que le masquer au maximum avec des petites notes de vanille et de caramel permettra de les satisfaire au mieux. Un lait de soja plus cher, beaucoup d'efforts pour aromatiser ces desserts. Résultat en rayon, il y a une différence de prix. À gauche, le yaourt à l'abricot Soja Sun, 1,99 € le paquet de 4. Pour le client, c'est exactement le même prix que celui de son grand rival, à droite, Danone, au lait de vache. Seulement les pots de yaourt d'Olivier sont plus petits. Ramené au kilo, son yaourt au soja est donc 25% plus cher. Pourtant, ça n'empêche pas sa société de vendre 3 millions de pots de yaourt par semaine. Et pour convaincre les clients de payer plus cher, la société utilise un argument très vendeur en ce moment, l'argument santé. Le soja, c'est la solution pour ceux qui sont allergiques au lait. Et c'est aussi moins gras. Un atout bien mis en évidence sur ces emballages. Et martelé dans la pub. Il n'y en aura pas pour tout le monde. J'ai besoin d'un dessert sans cholestérol. Oh, il me faut de la vitamine E. C'est ça, oui. Moi, je ne digère que le soja, alors. Le soja, bon pour la santé, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Depuis quelque temps, cet argument de vente est vivement remis en cause, et pas par n'importe qui. À Bordeaux, l'École nationale d'ingénieurs en technique agricole. Catherine Bento est professeure spécialisée dans la nutrition. Depuis 25 ans, elle travaille sur les phytoœstrogènes, sorte d'hormones féminines présentes en grande quantité dans la graine de soja et qui servent à réduire les bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées. A priori, rien de grave pour la santé. Sauf que ces phytoœstrogènes sont également présents dans les produits alimentaires à base de soja. Mais ça, les fabricants ne le mentionnent pas. C'est ce qu'a dénoncé cette scientifique il y a 6 ans. Dans ce rapport de l'AFSA, le gendarme de l'alimentaire en France, auquel elle a participé, Catherine Bento va simplement mettre en garde contre la surconsommation de soja. Sur 400 pages d'analyse, 2 lignes qui vont faire l'effet d'une bombe. Compte tenu de leur composition, les jus de soja sont contre-indiqués pour l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge. Une mise en garde qui va faire couler beaucoup d'encre et instiller le doute quant aux bienfaits du soja sur notre santé. Car selon les études de cette scientifique, consommer plus de 3 produits au soja par jour pourrait être dangereux pour la santé.
Si vous voulez, je me mets à la place d'un vendeur de produits de soja. Lui, il vend du lait, il vend du yaourt, il vend de la crème. Il ne vend pas des phytoestrogènes. Le problème, c'est que les deux vont avec. Un occidental, si on lui dit le soja c'est très bon, il faut en consommer beaucoup, il risque d'en consommer 3 à 4 fois par jour. Et ce problème de dose peut ensuite entraîner des désordres, donc endométriose, polypes, fibromes, etc. chez la femme, et diminution de la production spermatique chez l'homme. Le soja, c'est bon. Les phytoestrogènes qu'il y a dedans, à faible dose. Voilà. Manger du soja matin, midi et soir, potentiellement risqué, beaucoup en doutent. D'autant qu'aucune autre étude n'a été faite sur ce sujet. Une contre-publicité pour le soja qui n'empêche pas certains industriels d'utiliser cette graine en très grande quantité. Mais eux ne mettent pas en avant leur recours au soja. Pourtant, il suffit de parcourir les rayons des supermarchés pour s'en rendre compte, en regardant à la loupe les inscriptions sur les emballages de certains produits. Ces tomates farcies, par exemple. Parmi la dizaine d'ingrédients utilisés, on retrouve des protéines de soja. Même chose dans ces tranches de salami. Ou, aussi étonnant, dans des steaks hachés. Au milieu de la viande, 15% de soja. Des protéines végétales qui remplacent discrètement la viande, nous avons cherché à en comprendre la raison. Mais tous les industriels ont refusé de nous ouvrir leurs portes. À Paris, nous sommes donc allés voir une personne qui travaille tous les jours avec ces protéines. Christelle, une restauratrice bio qui, depuis 10 ans, utilise cette graine dans tous ses plats. Elle va nous démontrer tout l'intérêt qu'ont les grandes marques à utiliser du soja dans leurs plats préparés. Ces miettes, c'est une partie de la graine de soja, des protéines déshydratées. C'est donc cette matière que les industriels utilisent. Voilà, donc la protéine de soja, je la passe. Et voilà pourquoi. Prenons par exemple la recette des lasagnes, des pâtes, des légumes et l'ingrédient le plus cher, la viande. D'habitude, Christelle, elle, n'utilise que du soja. Mais elle a accepté de nous montrer comment les grandes marques de l'alimentaire, qui utilisent, elles, cette viande, parviennent à réduire le coût de revient de leur lasagne. On va cuire la viande. D'un côté, la recette traditionnelle, pour accompagner ces légumes, uniquement de la viande. De l'autre côté, seulement 80% de viande. Les 20% restants sont remplacés par ces protéines de soja. Et pas besoin d'en mettre beaucoup. Pour obtenir ces 20%, il a suffi de mettre 1/3 de protéines et 2/3 de bouillon de viande, qui donnent du goût et qui ont fait gonfler l'ensemble. Et une fois cuit, difficile à première vue de faire la différence entre les deux recettes. Alors là, on a la viande hachée. Et là, on a la version mixte avec viande et soja, protéines de soja. Ça se ressemble. À l'œil, oui, ça se ressemble. Voilà, les deux finissent effectivement par se confondre. Même en bouche, difficile de les distinguer. Les deux recettes contiennent autant de protéines. La différence, en réalité, c'est le prix de revient de cette garniture. À gauche, la farce de sa lasagne 100% viande coûte à Christelle 5 € du kilo. À droite, la préparation viande et soja, comme les industriels la confectionnent, revient à 4,15 € du kilo. Quasiment 20% moins cher. La protéine de soja, c'est très rentable. Ouais. C'est vraiment un produit qui coûte pas cher du tout, qu'on peut stocker facilement puisque c'est déshydraté. Voilà donc comment les géants de l'agroalimentaire parviennent à fabriquer et proposer des plats moins chers en magasin. L'utilisation du soja ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, plus de la moitié des produits alimentaires vendus en grande surface en contient déjà.